Monsieur le conseiller fédéral, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette première conférence de presse sur la séance qui s'est déroulée aujourd'hui. Il y aura une deuxième conférence de presse, je le précise peut-être encore une fois par oral, tout à l'heure à 16 h avec monsieur Johann Schneiderman, ainsi qu'avec la nouvelle secrétaire d'État qui a été nommée. C'était peut-être pas tout à fait clair dans l'annonce. À 16 h aura lieu cette deuxième conférence de presse. Vous avez reçu l'ensemble des communiqués qui sont prévus pour aujourd'hui. Vous avez vu les thèmes que nous vous avons annoncés. Est-ce qu'il y aurait des questions sur la séance qui s'est déroulée ce matin, avant que nous passions au thème de cette conférence de presse? Si ce n'est pas le cas, ce ne semble pas être le cas, je passe tout de suite alors au thème qui nous occupe. À l'instant, le Conseil fédéral baisse à nouveau le prix de certains médicaments et pour l'assurance maladie, il ouvre la procédure de consultation relative à la loi sous la surveillance. Aux côtés de Monsieur le conseiller fédéral, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium Madame Helga Portman, la chef de la surveillance de l'assurance à l'OFSP, ainsi que Monsieur Andreas Faller, le responsable de l'unité de direction assurance maladie et accident. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez la parole. Merci, Monsieur Simonazzi. Mesdames et Messieurs, bonjour. L'un d'entre vous m'a demandé tout à l'heure un sujet particulièrement intéressant, donc c'est un peu ardu, ce dont je vais vous parler une fois de plus. Ce matin, on a parlé de la politique de la santé, une fois encore, ça arrive régulièrement, et on a pris une série de décisions dans plusieurs domaines. J'aimerais vous parler en effet de la surveillance des assurances, maladie évidemment, dans le domaine social, et puis du prix des médicaments et des nouvelles mesures en la matière. J'aimerais vous rappeler que ces mesures s'inscrivent dans une stratégie globale que vous voyez derrière nous ici, que vous trouvez aussi sur le site Internet. Cette stratégie globale a été déjà plusieurs fois discutée, un peu présentée aussi à votre égard, mais je suis aussi prêt à en discuter avec vous si vous le souhaitez. Sachez que les mesures qui viennent aujourd'hui s'inscrivent donc dans cette stratégie et arrivent à peu près dans le calendrier prévu. On avait prévu d'arriver fin 2010, début 2011 avec cette ouverture de consultation sur la loi sur la surveillance. Et on avait annoncé également en décembre qu'on confirmerait les intentions en matière de médicaments au début de l'année. Donc c'est Planungsgemäß, comme vous dites ici, en général à Berne. Et c'est deux mesures qui s'inscrivent dans un tout. Le tout vise à agir essentiellement sur la qualité. Je le redis encore une fois parce que c'est vraiment ce que veut le Conseil fédéral. De manière générale, c'est une stratégie de qualité en général, ce n'est pas évident, il faut l'améliorer, il faut surtout améliorer aussi les incitations de manière à réformer le système de santé progressivement vers plus d'efficacité. C'est comme ça qu'on peut à terme mieux maîtriser les coûts. En tout cas, c'est la stratégie que nous avons choisie. Nous avons trois axes principaux, trois piliers. Un, c'est la surveillance, justement, c'est la partie à gauche ici sur le tableau. Au milieu, vous avez des éléments qui concernent le deuxième pilier, qui sont les mesures d'économie à court terme, en tout cas le plus vite possible. Et puis à droite, c'est vraisemblablement le plus difficile, ce sont les réformes à moyen et long terme qui concernent pour la plupart le Parlement aussi, bien évidemment. Pour ce qui est de la surveillance, donc nous avons maintenant décidé de lancer la consultation sur une nouvelle loi. Cette nouvelle loi, elle a pour but, on peut le dire, plus de transparence réellement, plus d'indépendance aussi, puisqu'il y a une intention clairement marquée assez rapidement d'externaliser l'autorité de surveillance, plus également de cohérence dans la concurrence régulée et également plus d'adéquation avec les principes les plus importants de l'assurance maladie sociale. Actuellement, on en avait déjà parlé d'ailleurs un petit peu lorsqu'on avait fixé les grandes lignes de ce projet en septembre dernier. Je crois qu'il y avait déjà eu une conférence de presse à ce moment-là. Actuellement, je vous l'avais déjà dit, il y a très peu de choses. En fait, il y a quelques articles dans la loi sur l'assurance maladie. Il n'y a pas de législation strictement prévue pour la surveillance, mais il y a des articles dans la LAMAL. Et maintenant, nous estimons que cette situation est lacunaire et n'est pas suffisante, largement insuffisante même, on peut le dire, comme nous l'avions déjà dit il y a quelques mois. Et c'est pourquoi le Conseil fédéral a confirmé qu'il faut une véritable loi pour une vraie surveillance dans un domaine qui est devenu quand même très important, puisque le champ d'action en termes financiers, c'est à peu près 25 milliards de francs par an sur l'assurance maladie sociale. Donc c'est évidemment un très gros morceau du système général social au sens large et de la santé en particulier.
Il y a toute une série de domaines d'action dans cette loi. J'imagine que vous avez à disposition les documents. Moi, j'aimerais reprendre quelques points. Tout d'abord, ce qui concerne la gouvernance d'entreprise et les questions spécifiquement de transparence. D'abord, il y a donc des exigences en matière de forme juridique dorénavant, enfin avec cette loi, puisqu'on veut s'assurer que toutes les assurances maladie auront comme forme juridique la société anonyme ou la coopérative. Celles qui sont organisées actuellement en fondation ou en association auront 5 ans pour adapter leur forme juridique. Bien que ces sociétés continueront d'être des sociétés sans but lucratif, l'expérience a démontré que les formes d'association et de fondation ne sont pas idéalement adaptées pour l'exercice d'une activité d'assurance, en particulier de cette importance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous allons donc fixer ces exigences-là pour la forme juridique. La loi interdit également qu'une même personne occupe la présidence du conseil d'administration et la direction de l'assurance. La loi instaure également une transparence dans le domaine de la rémunération des hauts cadres. Le montant total des indemnités des membres du conseil d'administration et de la direction devront ainsi être publiés. Les frais administratifs des assureurs feront l'objet de contrôles renforcés. Les frais de courtage que les assureurs se sont récemment engagés sur notre demande à limiter fortement pourront être interdits si le Conseil fédéral constate des abus dans ce domaine. Nous saluons à ce sujet au Conseil fédéral la décision d'autorégulation de la branche. C'est en fait vraisemblablement la meilleure solution, pour autant qu'elle s'avère véritablement efficace dans la pratique. Et la loi ici permet au cas où d'intervenir. Donc si ça s'avère pas suffisant, l'autorégulation, qui en soi est vraisemblablement la meilleure méthode, mais si cette méthode devait s'avérer insuffisante, eh bien la loi permettra d'intervenir et d'interdire les activités que nous ne souhaiterions plus voir faites dans le domaine de l'assurance maladie sociale de base. Un autre domaine, c'est le domaine des primes, des finances, de manière générale, des réserves en particulier. Dans ce domaine aussi, il y aura un renforcement du contrôle. Les assurances maladie seront toujours responsables de la fixation des primes, qui devront évidemment couvrir les coûts, mais cette évidence n'a pas toujours été aussi évidente qu'elle aurait dû. Mais l'autorité de surveillance pourra refuser de les approuver, ces primes, si elle les juge trop basses, ça c'était déjà possible, mais trop élevées aussi. Et l'autorité pourra même les fixer au besoin elle-même. Mais encore une fois, au plus tôt, ce sera quand la loi sera en vigueur. Ça, c'est pas possible de le faire avant. Certaines choses, on va les faire avant, je vais y revenir. Mais ça pas. Ça, on peut quand même pas, sur la base d'ordonnances, tout faire. Mais là, la législation, si elle entre en vigueur en 2013, nous permettra donc cette attitude au niveau de la fixation des primes au cas où c'est nécessaire. Il y aura aussi un mécanisme de correction des primes qui est instauré. C'est en fait un mécanisme qui permet à l'autorité de surveillance d'ordonner la restitution d'une partie des primes aux assurés lorsqu'elles se seront avérées a posteriori trop élevées. Donc je vous rappelle que sont fixées ces primes sur des projections, sur des données que l'on a de l'année en cours en particulier, de l'année d'avant, mais de l'année en cours, et des projections pour l'année à venir. Donc c'est ce qui explique que souvent les primes fixées s'avèrent après pas tout à fait justes. C'est ce qui nous a amené le fameux problème des réserves calculatoires cantonales pour le passé. Et là, pour l'avenir, nous allons donc, avec cette législation, introduire un mécanisme de correction qui fait qu'on regardera constamment si les choses se sont avérées justes ou si elles ne se sont pas avérées justes. Et à ce moment-là, on fera une correction, plutôt les assureurs feront une correction à l'égard de leurs assurés. Enfin, les réserves seront calculées en fonction des risques de l'assurance maladie. Je vous en avais déjà parlé, donc ça c'est une confirmation. Ces deux éléments, le mécanisme de correction et la fixation des réserves selon les risques, nous voulons les introduire d'ores et déjà cette année sur la base d'ordonnances. Donc la loi viendra en fait conforter ce que nous ferons par ordonnance cette année. Ça, c'est possible. Donc la fixation des réserves selon les risques dorénavant et plus selon le système actuel. Ce sera déjà pour cette année et enfin pour la fixation des réserves de l'année suivante, mais pour le fonctionnement de fixation des primes et de calcul des réserves de cette année, déjà quand on le fera cet été et cet automne, eh bien, nous aurons à disposition une ordonnance qui doit encore être prise par le Conseil fédéral. Et pour ce qui est du mécanisme de correction, là aussi, nous essayerons de pouvoir introduire ce système déjà cette année dans la mesure du possible.
Ça, c'est pour le domaine un peu financier. Les mesures de surveillance concrètes, j'aimerais encore dire ici que l'expérience a démontré que les moyens qui étaient à disposition de l'autorité de surveillance jusqu'à présent étaient véritablement désuets. Et c'est pourquoi la loi fixe aussi tout un catalogue de mesures en la matière. Il est notamment prévu que les placements qui garantissent les prétentions des assurés doivent être à disposition à tout moment. L'autorité de surveillance pourra les bloquer en cas de nécessité. Tout ce qui est échange d'informations aussi, tout spécialement avec la FINMA, sera possible sur la base de cette loi. La surveillance des groupes également, ça c'est évidemment pour pouvoir éviter les financements croisés et pour pouvoir également inciter de manière générale à éviter les erreurs que nous estimons, en tout cas des erreurs comme la sélection des risques. Là, c'est un des éléments qui joue un rôle, mais évidemment il y en a d'autres qu'on trouve dans la colonne de droite ici. Ce sont les réformes de loi. Et j'aimerais juste faire cette petite parenthèse ici au nom du Conseil fédéral, c'est que tout ce que l'on fait là, c'est important, mais le Parlement doit aussi parallèlement avancer absolument dans le projet de réseau de soins et de compensation des risques, parce que ce qui est déterminant dans l'opération visant à éviter dorénavant tout ce qui est sélection des risques et à concentrer la concurrence sur la qualité ne peut se faire strictement et uniquement que si on réussit l'opération d'amélioration de la compensation des risques, le Risikoausgleich. Donc pas seulement ce qui est prévu dès l'année prochaine avec le séjour en hôpital, mais également ce qui est prévu par la suite dans le cadre de la mise en place des réseaux de soins, c'est-à-dire la compensation des risques sur la base d'un indicateur de morbidité supplémentaire, tout spécialement vraisemblablement un indicateur lié au groupe de médicaments. Et c'est avec ce genre de réforme qu'on pourra véritablement enlever toute incitation à la concurrence, à notre avis, néfaste de la sélection des risques. Ensuite, l'arsenal pénal est modernisé et renforcé. Actuellement, et je vous l'avais aussi dit la dernière fois, on est dans une situation un peu spéciale parce que l'autorité de surveillance a comme moyen d'agir s'il y a vraiment des problèmes avec un assureur ou une assurance. Elle a deux outils. Elle a un outil très faible, c'est une amende de 5 000 francs, et elle a un outil qui est une vraie bombe atomique, c'est-à-dire on lui supprime complètement sa licence ou sa possibilité de travailler. Il n'y a rien au milieu. Donc, tout ou rien, à peu près. C'est ça la situation. Autant dire que ce n'est pas vraiment efficace. Et dorénavant, nous aurons des infractions pouvant conduire à des amendes jusqu'à 500 000 francs au maximum, voire des peines privatives de liberté. Donc, l'arsenal est beaucoup plus large. Et bien évidemment, après, plus adapté le cas échéant. Enfin, il s'agit de réorganiser l'autorité de surveillance. Je vous en ai un petit peu parlé avant. On a évidemment étudié des modèles. La loi prévoit que dans un délai maximal de 3 ans, l'autorité de surveillance sortira de l'administration. Ça deviendra une autorité indépendante, juridiquement indépendante, de droit public, en fait comme la FINMA, mais une autre autorité de surveillance qui aura donc pour but la surveillance et tout ce qui concerne également la fixation des primes. Eh bien, ça sera fait dans ce cadre-là. Et ça, c'est dans les 3 ans au maximum, selon la législation qui est mise en consultation aujourd'hui. Et cette autorité devra être autofinancée par une contribution auprès des assureurs. Même système, en fait, que la FINMA. Si tout va vite, je vous l'ai dit, en principe, on devrait pouvoir avoir la législation après consultation revue et acceptée par le Conseil fédéral pour envoi au Parlement à la fin de cette année. Et si tout va vite au Parlement, ce qui est toujours le cas, ou presque, eh bien, ça sera en fonction 2013, et c'est ce que nous souhaitons ardemment au Conseil fédéral. Voilà, nous n'avons pas seulement fait cela, nous avons également discuté d'autres sujets. Je voudrais encore parler donc des mesures d'économie, en particulier dans le domaine des médicaments, pour ce qui est de l'information d'aujourd'hui. Ces éléments relatifs aux médicaments vous avez déjà été annoncés dans les principes en décembre. Il s'agit en effet d'améliorer les conditions cadres du système suisse de santé, mais il s'agit aussi de prendre des mesures d'économie. Nous le faisons dans plusieurs domaines depuis quelque temps. Nous le ferons ces prochains mois aussi, par exemple, en mettant à disposition un comparateur de primes qui sera gratuit, tant pour les assurés que pour les assurances. Ce seront près de 20 millions d'économies qui pourront être faites à ce sujet-là. La forte réduction des frais de courtage grâce à l'accord de la branche, donc à l'autorégulation de la branche dont je vous ai parlé tout à l'heure, diminuera aussi les dépenses d'un montant qui oscille selon les années entre 60 et 100 millions de francs.
Mais les mesures qu'on a prises ce matin, elles ne concernent pas cela, elles concernent essentiellement les médicaments. Le Conseil fédéral a décidé de procéder à de nouvelles baisses de prix dans le domaine des médicaments. Les décisions prises visent à augmenter la part des génériques dans la vente des médicaments ainsi qu'à dynamiser le mécanisme permettant de baisser le prix des médicaments. Ces mesures entreront en vigueur progressivement, en principe au 1er mars, mais il y a aussi une partie seulement en 2012. Donc il y a deux textes qui sont touchés, l'ordonnance du Conseil fédéral, l'ordonnance sur l'assurance maladie, et une ordonnance du département, c'est l'ordonnance sur les prestations. Et tout cela est combiné et entre en vigueur progressivement. Afin de baisser le prix des génériques et des médicaments originaux dont le brevet est échu, eh bien, la règle dite de l'écart des prix sera adaptée. La fixation du prix des génériques se fera en 5 paliers, contre 3 actuellement, et cette mesure permettra d'augmenter le nombre de génériques sur le marché et de baisser la facture des médicaments. Pourquoi? De manière très simple, et si jamais on pourra vous l'expliquer de manière plus compliquée, mais plus professionnelle par M. Fallet, certainement, mais de manière très simple, il y a un palier plus court, un palier plus long, si vous voulez, le palier à 10% de moins que le prix de référence, c'est pour les tout petits marchés, ce qui fait que ça devient intéressant pour les génériques de venir, même sur les petits marchés de quelques millions de francs, ça c'est les petits marchés, eh bien ça devient intéressant si l'écart de prix n'est pas trop élevé. Ce palier-là n'existait pas avant, ça nous permet d'ouvrir une porte de plus à quelques types de génériques. Et puis le contraire, c'est-à-dire un écart de prix plus élevé. Donc jusqu'à présent, c'était 50% par rapport au prix de référence pour les grands marchés. Et là, on va passer à 60% pour les marchés de plus de 25 millions de francs. Donc ça, c'est ce qui concerne les écarts de prix. Les économies se feront progressivement pour atteindre 100 millions de francs par année dès 2015, mais les économies se feront sentir progressivement dès l'année prochaine. La règle dite de la quote-part différenciée, ça c'est le deuxième domaine qui est en fait lié à l'ordonnance du département, la Differenzierte Selbstbehalt. Cette règle dite de la quote-part différenciée qui permet en fait aux patients de ne payer que 10% du prix d'un médicament s'il choisit un générique, contre 20% pour une préparation originale, pour autant que le prix soit de moins de 20% de différence, de plus de 10% de différence, pardon. Cette règle sera assouplie. La dynamisation de la réglementation actuelle vise à éviter qu'après une première baisse des prix suite à l'arrivée sur le marché d'un nouveau générique, le système ne se fige et les prix ne bougent plus. Là aussi, de manière très simple, c'est le problème dit de la Freikaufsregel. C'est une bonne règle, mais elle est bonne un moment, puis après elle est moins bonne. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elle permet à un médicament original de retrouver la quote-part de seulement 10%, pour autant que le médicament original échu descende au niveau du prix des médicaments génériques en une fois. Et après, la règle des 10% lui est appliquée ad aeternum, ewig. Et ça, c'est une règle évidemment qui est bien au début, puis après qui bloque. Donc il n'y a pas de dynamisation des prix. Et il devrait y avoir une dynamisation des prix dans la mesure où les prix des génériques peuvent après continuer de baisser et le prix du médicament original dont le brevet est échu devrait continuer de baisser également progressivement. Et ça, c'est important, tout spécialement maintenant, parce qu'on a à partir de cette année, mais surtout de l'année prochaine, une série de médicaments importants qui arrivent à échéance de brevet. Donc cet exercice de baisse des prix après la protection du brevet va revêtir une très grande importance ces prochaines années. Cette mesure-là, donc à côté de celle dont j'ai parlé tout à l'heure, elle va apporter des économies de près de 130 millions de francs par année dès 2012, mais elle devrait déjà faire des effets cette année, mais pas autant. Ce sera progressivement et 230 millions de francs par année, dès que possible, j'espère, dès l'année prochaine. Ce nouveau paquet de mesures dans le domaine des médicaments dont les effets seront suivis par un monitoring s'ajoute à toute une série d'autres mesures que nous avons prises ces 15 derniers mois. Je vous rappelle qu'il y a eu la modification de la réglementation sur les génériques, le réexamen périodique triennal portant sur les conditions d'admission, le réexamen extraordinaire des prix. Donc il y a eu un réexamen extraordinaire des prix qui a eu un effet essentiellement au début de l'année passée et encore un peu au début de cette année. Et puis l'extension du panel des pays de comparaison, on est passé de 4 à 6 pays de comparaison pour les prix pratiqués à l'étranger, la baisse de la prime relative au prix comprise dans la part relative à la distribution,
le réexamen régulier également des conditions d'admission en cas d'extension des indications. Tout cela, ça avait été pris par le passé et ça a été mis en place jusqu'au début de cette année progressivement. Et ces mesures-là ont amené des économies de l'ordre de 400 millions de francs. Donc 400 millions plus les 230 qu'on va obtenir avec les nouvelles mesures qui seront mises en place dès cette année et au début de l'année prochaine, ça fait au total un peu plus de 600 millions de francs. Donc ça devient quand même quelque chose d'important et ça s'ajoute à d'autres mesures qui avaient été prises encore par le passé. Voilà, pour ces décisions d'aujourd'hui, du moins les plus importantes, je suis à disposition si vous avez des questions. Et si c'est très technique, on va demander à Mme Portman ou à M. Faller de répondre également. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Donc j'ouvre la ronde des questions. Qui souhaite? Monsieur Rebeté. À propos de la question des réserves, avec ce que vous annoncez aujourd'hui, vous réglez le problème de ces surplus cantonaux de réserves pour le futur, mais il y a le problème du passé. Alors, qu'est-ce qu'il en est des discussions que vous avez avec les cantons qui n'étaient pas si faciles au début? Est-ce que vous avez trouvé une solution? Les discussions avec les cantons sont actuellement presque les plus faciles. Donc, elles sont déjà faites, celles-là. Maintenant, il faut essayer de trouver la bonne solution pour avoir un projet solide, parce qu'il faut modifier la loi ou les lois. Et donc, nous sommes en train de travailler cela avec les départements concernés. On en a parlé brièvement ce matin, mais nous ne sommes pas encore là sur des décisions concrètes. Dès que nous y serons, nous vous informerons. Donc aujourd'hui, ce qu'on a surtout fait, c'est l'avenir. Le règlement du passé, il est en cours. Vous savez nos idées à ce sujet. Et nous sommes en train maintenant d'y travailler pour pouvoir véritablement monter un projet solide. Vous en prie. Oui. Monsieur. Oui, en ce qui concerne l'évaluation des risques qui sera la règle pour évaluer les réserves, est-ce qu'on ne risque pas justement là de pénaliser des assurances qui ne feront pas la sélection des risques et donc qui du coup seraient contraintes d'augmenter leurs réserves considérablement? Bon, c'est assez technique, vous pourrez peut-être compléter si vous avez, j'imagine, bien compris la question. Moi, je ne crois pas du tout. Donc, ce n'est pas le même genre de risque dont on parle là. Et il y a en fait toute une série de risques d'entreprise qui sont bien définis. Et ça, on connaît également dans l'appréciation pour les assurances privées. Et ça n'a pas d'effet, à mon avis, la question de la sélection des risques. Mais peut-être vous pouvez donner quelques éléments. J'ai plutôt en tête sur les différents types de risques qui vont être pris en compte pour calculer précisément ces réserves basées sur les risques, Madame Portman. Ja, danke. Also es gibt 3 verschiedene Kategorien von Risiken, die wir erfassen werden. Einerseits eben die versicherungstechnischen Risiken, aber das ist nicht das Risiko, dass ein Kunde oder ein Patient oder ein Versicherter viele Kosten verursacht, sondern vielmehr das Risiko, dass es falsch eingeschätzt wird. Bei der Prämieneingabe zum Beispiel. Das sind die versicherungstechnischen Risiken. Also mehr Schätzfehler bei den Kostenerwartungen. Dann gibt es die Kapitalmarktrisiken, also dass die Aktienkurse zum Beispiel fallen, dass die Zinsen sich verändern. Und dann gibt es noch die Kreditrisiken, also dass eine Gegenpartei ausfällt oder nicht mehr alle Schulden bezahlen kann. Es sind primär diese 3 Risikokategorien, die dabei erfasst werden. En fait, concrètement, ça veut simplement dire qu'on s'adapte pour calculer les coussins nécessaires à l'entreprise à sa situation véritable. Et ça permet évidemment d'être beaucoup plus proche de la réalité, ce qui est une bonne chose, mais évidemment, il faut bien calculer aussi ces réserves-là. Avant, c'était une sorte de règle un peu valable pour tout le monde, sans regarder la réalité même de la prise de risque ou de la stratégie de l'entreprise. Ce qu'on peut dire, c'est que les réserves basées sur les risques ont pour effet de ne pas inciter à prendre trop de risques. Et dans l'assurance sociale de base, nous estimons que c'est juste. Donc, si je comprends bien les explications de Mme Portman, en fait, le risque de l'assuré lui-même est minime dans l'évaluation des risques que vous citez. Ja, il n'est pas. Ja, ist nicht. Monsieur Nussbleger. Ja, Herr Bundesrat, ich habe eine Frage zu dieser neuen Aufsichtsbehörde. Wird da auch das Personal aufgestockt im Vergleich zu denjenigen Leuten, die jetzt im BAG für diese Aufsicht zuständig sind? Dann vielleicht gerade die zweite Frage. Sie sagen eben, die Kosten werden von den Krankenversicherern bezahlt. Ist das heute auch schon so oder wird das jetzt erst neu so? Und wie sind allgemein ein bisschen die finanziellen Auswirkungen, die Sie sich von dieser Aufsichtsrevision erwarten? Eigentlich gibt es keine großen finanziellen Auswirkungen von dem Gesetz. Das ist ein Gesetz über Aufsicht. Über die Art, wie man die Aufsicht dann erledigt. Also
bis jetzt ist es vom Bund bezahlt, alles. Ab jetzt will der Bundesrat, dass sogar in den nächsten Jahren ohne Auslagerung, dass es selbst finanziert wird. Also das wird dann wie FINMA durch einen Beitrag von dem Versicherer bezahlt. Und das wird das auch für die unabhängige Aufsichtsinstitutionen der Zukunft genauso sein. Und das mit dem Personal, es wird wahrscheinlich etwas mehr Personal, aber nicht viel. Aber ein bisschen mehr, es ist wahrscheinlich nötig. Monsieur Berenbol. Ja, darf ich hier gerade anhängen? Also Sie haben jetzt keine Zahlen genannt, welche Kosten da auf die Prämienzahler neu zukommen. Das wird ja prämienwirksam, wenn die Krankenversicherung diese Aufsicht selber bezahlen müssen. Und das Zweite wäre, funktioniert diese Branche so schlecht einerseits und funktioniert Frau Portmanns Abteilung so schlecht, dass es hier ein Gesetz braucht, eine neue Institution einer Aufsichtsbehörde? Frau Portmann funktioniert sehr gut, das kann ich sofort sagen. Also habe ich jetzt während mehr als einem Jahr erlebt. Sie ist sehr hartnäckig. Und dazu noch, ja, es kostet etwas. Also wenn es jetzt, ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, also zwischen 5 und 10 Millionen wird es sein, ja, es wird in der Zukunft zwischen 5 und 10 Millionen, eine solche Aufsicht, das ist klar. Und das sind die Kosten für eine solche Aufsicht. Und diese Aufsicht ist sehr wichtig auch für die Sicherheit. Ich habe gesagt, Transparenz und so, aber es muss auch so gemacht werden, dass nicht plötzlich große Probleme, zum Beispiel Solvenzprobleme, kommen in diesem Bereich. Und das ist sehr wichtig, dass die Aufsicht dann gut gemacht, professionell gemacht wird. Es ist auch wichtig, dass sie unabhängig ganz klar ist. Es ist schwierig, also diese Unabhängigkeit wünschen wir uns schon jetzt, aber es ist immer schwierig, wenn es am Bundesamt ist, und darum haben wir diese Auslagerung vorgesehen. Aber das ist sicher nötig, so eine solche Aufsicht, und das ist nötig schon lange. Es heißt nicht, dass die Branche so schlecht läuft, das ist nicht so. Aber wir sind in der Sozialversicherung, Grundversicherung, und das müssen wir diese Prinzipien jetzt respektieren, und das können wir nicht tun. Und besonders können wir auch nicht gut sehen, was passiert, wenn wir diese Instrumente nicht haben. Und dafür ist auch die zweite Frage gut beantwortet. Diese Instrumente haben nicht existiert. Dann konnte auch die Aufsicht bis jetzt nicht sehr erfolgreich sein. Oui, Monsieur. Ja, Herr Burkhalter, Sie haben jetzt vom Sparen bei den Medikamenten gesprochen. Sparpotenzial gibt es aber auch bei den Vertriebsmargen für Medikamente, bei Apotheken, Spitälern und Ärzten. Ist da noch etwas geplant? Also das läge ja in Ihrer Kompetenz. Ja, es ist fast alles geplant, aber es kommt eine Maßnahme nach der anderen. Heute ist es das, im Dezember war etwas anders. Es ist auch sehr wichtig, dass überall etwas gemacht wird. So, wenn wir schauen, die Zahlen in den letzten Monaten, und im letzten Jahr haben wir noch nicht das alles konsolidiert, aber da sieht man ganz klar, Medikamenten ist stabil. Spital ambulant ist immer noch viel am Wachstum. Spital stationär ist eher gut, also nicht stabil, aber fast. Und Laboratoire, wie sagen Sie das? Laboratorien. Also geht nach unten, ganz klar. Dann es gibt Unterschiede, die zeigen, dass noch viel zu tun in verschiedenen Bereichen sind. So was ambulant anbelangt, da hat es die große Vorlage oder das Geschäft von Tarmed, aber es gibt auch die Managed Care Vorlage. Das sage ich nochmals. Und das ist auch sehr wichtig, dass diese Reformen kommen, weil sonst können wir das wirklich nicht meistern so schnell, wie wir es möchten. Aber alles ist im Gang. Es kann nicht alles gemacht werden gleichzeitig. Darum haben wir das gemacht. Und ich werde jedes Mal Ihnen Probleme machen, weil ich jedes Mal dasselbe sagen werde. Es ist immer das vorgesehen und es gibt sehr viele im Gang. Nicht alles ist bereit und reif gleichzeitig, das ist klar. D'autres questions? Oui, madame. La conférence des directeurs de la santé vous a demandé de revenir en arrière concernant les lunettes pour les enfants. Est-ce que vous allez répondre positivement à cette demande? Bon, on en parlera encore au niveau du Conseil fédéral, mais je ne pense pas. Je vous le dis clairement, je ne pense pas.
je vais vous répondre ce que j'ai répondu aux enfants qui me posent la question. Encore une fois, l'assurance maladie est là pour traiter, l'assurance maladie de base, pour soutenir et payer ce qui concerne les maladies, et ce n'est pas une maladie, première chose. Deuxième chose, 70% des gens portent des lunettes en Suisse. Est-ce que c'est normal qu'une assurance sociale paye une partie de quasi toutes ces lunettes? Est-ce que c'est normal? Je pose la question. Ensuite, est-ce que vous croyez, je parle très franchement, est-ce que vous croyez vraiment que ces 180 francs assurés d'être payés par l'assurance n'ont pas eu un effet à la hausse sur les prix? Est-ce que ça ne vous a pas venu à l'idée, vous journalistes, que c'était quand même intéressant d'apprendre que Visilab offre maintenant 180 francs aux lunettes pour les enfants? Donc, en annonçant un très bon résultat annuel, ce dont je félicite Visilab, l'entreprise a également annoncé que dorénavant, elle payerait elle-même les 180 francs. C'est très bien, ça ne touchera plus les primes. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, la situation des enfants précisément. De manière générale, le problème ne se pose pas vraiment pour les personnes qui ont beaucoup de difficultés parce qu'ils sont à l'aide sociale. Et à ce moment-là, c'est payé. Donc l'aide sociale prend en charge, c'est déjà maintenant. Le problème se pose pour les familles de classe moyenne inférieure qui ont beaucoup d'enfants et qui ont tous un problème de myopie. Et là, peut-être on peut trouver une solution avec une association qui soutiendrait ces cas-là, mais je ne vois pas la raison pour laquelle les familles qui ont véritablement les moyens devraient être soutenues par l'assurance maladie de base pour le paiement des lunettes. Donc, à un moment donné, il faut quand même savoir ce qu'on veut, mesdames et messieurs. C'est aussi une réflexion que les gens doivent faire. Est-ce que cette assurance maladie doit toujours payer, même des choses comme cela, ou est-ce qu'elle doit se concentrer le plus possible sur ce qui la rendra et la mènera saine à terme, c'est-à-dire une assurance qui paye les maladies pour tout le monde de la même manière et qui ne part pas dans un système à deux vitesses. Donc c'est peut-être un dossier où il n'y a pas un très grand potentiel d'économie, mais c'est un dossier qui montre aussi l'attitude générale à avoir à ce sujet. Werden Sie dann bald auch die Bezahlung von Hörgeräten einstellen eigentlich? Das ist nur so. Hörgerät hat nichts zu tun damit, also zum Teil, aber Hörgeräte sind bei der Invalidenversicherung. Und da haben wir jetzt ein Pauschalsystem eingeführt, wie es vom Parlament immer verlangt wurde, bevor wir vielleicht einmal bei dem Ausschreibungssystem kommen mit dem neuen Gesetz, wo es ziemlich wenig Begeisterung gab in der Branche dafür. Aber das ist so gemacht, weil zurzeit sind die Preise einfach zu hoch in der Schweiz. Und mit dem Pauschalsystem, das wird die Preise nach unten geben, wie bei den Brillen. Aber das hat nichts zu tun mit Krankheitsversicherung, das ist bei der Invalidenversicherung vor allem. Une question encore, dernière question, oui, monsieur. Ja, noch eine Frage zu einem anderen Vorschlag, und zwar von einer Versicherung, die heute wieder den Vorschlag aufgewärmt hat nach altersabhängigen Krankenkassenprämien. Das ist die Groupe Mutuelle, die beklagt, dass die Jungen immer mehr belastet würden in diesem System. Die Prämien für die Jungen haben sich ja massiv erhöht in den letzten Jahren. Oui, ça c'est un problème réel, on en avait parlé la dernière fois. On a un problème avec l'augmentation très forte pour les jeunes adultes et il nous faut en effet nous pencher sur cette question. Je n'ai pas pour le moment une réponse et une solution à vous donner, mais c'est sérieusement un problème. On l'a vu la dernière fois avec une augmentation plus forte pour les jeunes adultes que pour les autres personnes. Voilà, merci. On conclut ici cette conférence de presse. Vous avez encore un petit 10 minutes pour les interviews bilatérales à l'extérieur, ici, s'il vous plaît. Merci. À tout de suite.